Propose de commencer ce webinaire de l'ARB où on va parler d'intégration de la biodiversité dans les documents de planification et particulièrement dans les SCOT et PLUI, ce qui ne veut pas dire que ça ne comprend pas les PLU, mais vous verrez auprès des différents intervenants qu'on va se focaliser sur ces deux documents. On est là donc pour 1 heure et demie. On va tenter de terminer à 15h30 avec le déroulé suivant qu'on vous propose. Une petite introduction avec le chiffre du mois, c'est une habitude maintenant qu'on a sur les webinaires de l'ARB, donc on mettra en avant un chiffre du mois. Ensuite, un premier intervenant qui nous parlera de la prise en compte de la biodiversité dans les SCOT en Occitanie. Et ensuite, on vous présentera les outils qui vont être mis à votre disposition pour intégrer la biodiversité dans les SCOT et PLUI en Occitanie ou ailleurs. On passera ensuite à une séquence de questions. Donc là, vous pourrez, dès que vous le voulez, poser des questions dans le chat et on les relaiera ensuite à nos intervenants, durant cette séquence de 15 minutes. On aura ensuite une interview de 3 personnes que je vous présenterai par la suite, où on leur posera des questions par rapport à l'utilisation de ces outils. Une dernière phase de questions et ensuite on interviendra à la clôture vers 15h30. Voilà pour le déroulé de ce début d'après-midi. On va tout de suite passer aux chiffres du mois et on voulait vous faire un focus sur ce dispositif, l'Atlas de la biodiversité communale. J'imagine que vous connaissez pour la plupart d'entre vous ce dispositif. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup d'élus et de collectivités qui étaient connectés. Donc, pour ceux qui en ont mis en place, tant mieux, bravo à vous. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous lancer dans cette dynamique d'ABC, puisqu'il y a aujourd'hui une centaine de candidatures avec 70 communes et 30 intercommunalités pardon, en Occitanie. Ça représente à peu près 400 communes au niveau régional. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la dynamique pour tout ce qui est financement, savoir comment se monte un ABC, de quoi il s'agit. Vous avez tout simplement le lien qui est affiché ici sur la slide en bas de la photo. Et pour comprendre vraiment à quoi sert un ABC dans le cadre des documents d'urbanisme, il y a une publication qui vient de sortir, qui a été réalisée par l'OFB. Là, vous aussi, vous pourrez y accéder. Et donc, pour faire court, hein, un ABC, donc c'est un atlas de la biodiversité communale qui permet notamment de faire un inventaire, ça de manière participative avec les citoyens d'une commune ou d'une intercommunalité. Et donc, c'est quand même un formidable outil, on va dire un beau tremplin pour ensuite intégrer la biodiversité dans vos documents de planification. Nos intervenants, j'imagine, en reparleront par la suite. Voilà pour le petit focus du chiffre du mois. Donc, pour ceux qui souhaitent mettre en place un ABC, n'hésitez pas, vous aurez tous les liens suite à la présentation. On va tout de suite passer à la première intervention. Et donc, j'ai demandé à Christine Sanchez-Martin d'activer son micro. Alors, malheureusement, la caméra ne fonctionne pas. Du coup, on aura le son. Mais merci, Christine, d'être parmi nous. Donc, vous êtes déléguée technique adjointe et référente Occitanie de la Fédération nationale des SCOT. Et vous allez nous parler du coup de l'intégration de la biodiversité dans les SCOT en Occitanie. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour m'avoir demandé d'intervenir aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être une rapide présentation de la Fédération des Scots. C'est une association d'élus des structures porteuses de Scots, alors que ce soit des syndicats mixtes, des intercos, des PNR, des PETR, qui a été créée en 2010 avec un double objectif, mettre en réseau et capitaliser les expériences des Scots et participer activement aux politiques nationales d'aménagement du territoire. C'est un lieu d'échange, de formation, de réflexion prospective. La fédération, en fait, se positionne comme interlocuteur porte-parole des Scots auprès de l'État, mais pas que, aussi auprès des acteurs de l'aménagement du territoire et de l'ensemble des partenaires. Concrètement, elle est organisée pardon, autour du binôme élu-technicien, avec une instance, un CA pour les élus, un club technique pour les techniciens qui viennent, qui est en support du CA. Et elle a aussi des représentations régionales de manière à pouvoir animer donc le tissu des SCOT en région, en partenariat avec les autres acteurs de l'aménagement. Aujourd'hui, elle compte 363 membres sur les 225 SCOT qui existent en France.
Voilà, donc je ne vais pas insister sur le petit encart sur les évolutions du SCOT depuis la loi SRU jusqu'à la dernière loi climat et résilience. Pour passer à la slide suivante. En fait, quand l'ARB m'a demandé d'intervenir sur la prise en compte de la biodiversité dans les SCOT, ben, j'ai dit que j'allais parler de stratégie écologique des territoires. Alors pourquoi? Ben, parce que quand on parle de stratégie écologique territoriale, en creux, on parle d'intégrer la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Dans une stratégie écologique, en fait, il s'agit de faire interagir les dynamiques de biodiversité avec les autres dynamiques du développement du territoire et donc d'intégrer la biodiversité de façon transversale dans la planification, dans une démarche gagnant-gagnant pour les territoires, mais aussi pour les écosystèmes. Dans mon exposé, Non, vous pouvez laisser la... Voilà, merci. Dans mon exposé, en fait, je vais m'appuyer sur deux études qui ont été réalisées par la Fédération des Scots, en partenariat notamment avec l'État et l'OFB. Donc, Stratégie écologique territoriale et la biodiversité dans les Scots, que vous pouvez télécharger directement sur le site de la Fédération des Scots. Voilà, changer. Alors, pardon. Pourquoi intégrer la biodiversité dans la planification? Parce qu'assurer la résilience et la stabilité des écosystèmes contribue à la sécurité alimentaire, à la régulation du climat, à la gestion de l'eau, à la prévention des risques. Mais aussi parce que favoriser la biodiversité est essentiel pour divers secteurs de l'économie, comme l'agriculture, la foresterie, la médecine, aussi l'industrie. Et puis pour limiter, rationaliser les coûts entre toutes les démarches de planification et les études de projet, pour améliorer la qualité de vie des habitats naturels et des espaces verts pour la détente, la récréation, le tourisme, mais aussi pour contribuer à la lutte contre le changement climatique en stockant le carbone, en améliorant la qualité de l'air et en réduisant la vulnérabilité aux impacts du changement climatique, pour sécuriser les entreprises et les projets grâce à une meilleure insertion dans les enjeux écologiques du territoire, et puis aussi pour améliorer l'acceptabilité des projets pour au final limiter les risques de recours juridiques. En fait, pourquoi intégrer la biodiversité dans la planification? Eh bien, simplement parce que pour faire face au dérèglement climatique et aux défis qu'il constitue, il est urgent de se réapproprier la biodiversité pour pour en assurer le bon fonctionnement écologique et la résilience des territoires. Ah, on a été un peu plus vite là. Euh, la mise en place d'une stratégie écologique territoriale, en fait, elle a deux objectifs qui sont ambitieux et essentiels. Tout d'abord, elle vise à concevoir les projets de développement avec un impact minimal sur l'environnement en conformité avec les objectifs de transition écologique. Elle permet ainsi de concilier donc, le développement du territoire et la préservation de la biodiversité. Et en parallèle, elle vise à s'engager dans une reconquête de la biodiversité, cherchant à restaurer le bon fonctionnement des écologiques du territoire et à enrichir le patrimoine naturel et paysager. Alors, l'étude de l'OFB que la Fédération a menée avec l'OFB, Stratégie écologique territoriale, expose une méthodologie en 5 étapes pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie écologique sur le territoire. Donc d'abord, définir une vision écologique à long terme, impliquer les acteurs et les habitants, réaliser un diagnostic territorial approfondi, évaluer et adapter les scénarios d'aménagement, assurer un suivi et un bilan régulier. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée et du coup, j'ai un peu de mal à parler. Euh, Allez-y, Sylvie. Cette étude, elle montre aussi que pour être efficace, et pour qu'elle soit pérenne, il est important de la raccrocher à la séquence ERC. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette approche va permettre de créer des liens entre la biodiversité et d'autres thématiques d'aménagement et de fournir une logique générale pour intégrer la biodiversité à la planification. En fait, si on s'appuie sur les principes transversaux de la séquence ERC et en les appliquant à l'échelle de la planification, ça devient possible de mettre en évidence les synergies entre reconquête de la biodiversité et les autres enjeux pour contribuer donc à créer des territoires qui soient durables et résilients. Alors, ensuite, on est sur stratégie écologique dans les SCOT. Je vois que le temps file. Stratégie écologique dans les SCOT. Alors pourquoi? Ben, en fait, le SCOT, il s'agit
dans les SCOT de stratégie d'aménagement transversale. Et alors, ça contribue à un cadre propice pour planifier et coordonner des actions en faveur de la reconquête de la biodiversité. En fait, on est en face d'un levier d'intégration. Et les ordonnances de la loi Elan, en fait, qui sont venues moderniser en 2020 le SCOT, ont renforcé ce positionnement stratégique du projet d'élu, avec notamment le projet d'aménagement stratégique qui arrive en premier dans les documents du SCOT. Ce projet d'aménagement stratégique, il vise à synthétiser les enjeux et donner à voir la vision politique et stratégique de territoire à 20 ans, mais il met aussi en cohérence les politiques publiques sur les 3 piliers obligatoires. Le premier pilier obligatoire, développement économique, agricole et commerce et du commerce. Le deuxième, logement, mobilité, équipement et services. Le troisième, transition écologique et énergétique et préservation des ressources naturelles. Et en transversalité, euh, les transitions et les trajectoires zéro artificialisation nette et zéro émission nette. Concrètement, dans un PASS, on va trouver des éléments clés pour pardon, à mettre en, on va trouver les éléments clés pour une stratégie de biodiversité à travers le pilier de transition écologique et énergétique, puisque le PASS il va fixer la trajectoire de sobriété foncière, mais aussi le niveau d'ambition de stratégie écologique et les objectifs de renaturation plus globale. Et aussi, on va trouver à travers, dans le PASS, il y a le cap des politiques publiques sectorielles qui sont fixées dans le PASS et qui vont après euh, faire l'objet du DO à travers des objectifs chiffrés et qui vont permettre de justifier donc de ces trajectoires, notamment ZAN, en tenant compte des enjeux identifiés sur les territoires, comme par exemple la biodiversité, la gestion de l'eau, la séquestration du carbone, etc. Ensuite, on a dans le SCOT, on a encore un outil qui fait enfin, un document, c'est le DO. Et le DO, lui, il a pour objectif de décliner cette stratégie territoriale définie dans le PASS. Et dans le DO, en fait, l'intégration de la biodiversité, elle implique notamment de fixer des orientations pour préserver, recomposer ou restaurer les continuités écologiques, mais aussi localiser les secteurs de renaturation et de protection de la trame verte et bleue, agir pour améliorer les trames brunes et noires, lutter contre les îlots de chaleur, préserver les îlots de fraîcheur, anticiper les changements climatiques dans les zones forestières et agricoles, identifier le potentiel de renaturation, etc. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça, ce n'est pas une liste exhaustive, mais qu'en fait, euh, pour chaque territoire, elle va dépendre du territoire lui-même, mais aussi des enjeux du territoire, ce qu'on trouvera dans le PASS. Ensuite, j'ai voulu vous présenter rapidement un exemple de Scott Occitanie qui a fait ce travail d'intégrer la biodiversité dans son document. Donc, il s'agit du SCOT du bassin de Thau. Je ne vais peut-être pas aller dans les détails parce que le temps file et que vous allez pouvoir retrouver cet exemple dans le document biodiversité dans les SCOT. Mais en tout cas, sachez que le travail qui a été fait a été voulu par les élus de manière à ce que ce SCOT puisse intégrer notamment les enjeux liés à la biodiversité du littoral. Pour tout plus de détails, donc vous avez l'étude, mais vous avez aussi la possibilité de contacter le bassin de Thau. Et j'avais un autre exemple à vous présenter, mais comme il va être présenté à l'occasion du séminaire Via Fauna le 8 avril, je laisserai le soin au SCOT du Sud toulousain de présenter son expérience à ce moment-là. Puisque j'ai peut-être encore un peu de temps, j'aimerais revenir sur la question de la renaturation dans la stratégie écologique et la stratégie d'aménagement parce que il me semble que les enjeux sont importants. La loi climat et résilience, au-delà de montrer que 10% du territoire national est artificialisé, elle a surtout montré que la planification se concentre sur les espaces qui sont déjà construits ou à construire et qu'elle laisse de côté les espaces qui sont assez vastes et non bâtis. Elle a aussi donc montré quelque part la faiblesse des politiques d'aménagement sur ces espaces non bâtis, alors qu'ils représentent quand même la majorité du territoire national et que quand il y a de l'action publique, cette action publique se limite souvent à protéger les zones les plus riches en biodiversité et à compenser les impacts des projets d'urbanisation et de construction. Pour autant, encore une fois, face aux effets du dérèglement climatique, il est essentiel d'avoir une stratégie pour ces espaces non bâtis. Et ça veut dire aussi
qu'en milieu rural, et ça étonne souvent les élus, eh ben, il s'agit d'ajouter du vert sur du vert pour restaurer la biodiversité, garantir l'agriculture de demain ou encore préserver la ressource en eau. Et c'est en ça que la question de la renaturation prend tout son sens. Parce que la loi climat et résilience, encore elle, hein, elle définit la renaturation dans le cadre du zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. C'est la slide d'après. Et la renaturation, elle est définie, donc elle consiste en des actions, des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. Pour atteindre cet objectif, la loi, elle fixe un premier temps la réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu'en 2031. Et ensuite, elle fixe des périodes décennales de réduction de l'artificialisation pour atteindre le zéro artificialisation nette en 2050. Aussi, donc, entre 2021 et 2031, la renaturation au titre du ZAN consiste à identifier des secteurs urbanisés pour les transformer en secteurs agricoles et naturels. À partir de 2031, la renaturation consistera en désartificialiser des sols et à travailler leur fonctionnalité pour être support de biodiversité, pour stocker le carbone, pour fournir des nutriments, pour réguler l'eau, pour contrôler les contaminants, pour maintenir les structures et la fonctionnalité agronomique du sol. Et en fait, parce que toutes ces fonctions, enfin de toutes ces fonctions dépendent de nombreux services écosystémiques et des bénéfices pour les territoires comme la lutte contre les îlots de chaleur, la gestion des risques, qu'ils soient incendies, inondations, sécheresse, et l'adaptation au changement climatique. Donc, dans le cadre d'une stratégie écologique territoriale, on va trouver la question de la renaturation au titre du ZAN, mais pas uniquement, puisque définir une stratégie écologique de territoire permet d'évaluer tous les enjeux et potentiels avant de penser à la renaturation sous l'angle du ZAN. Voilà, c'était ma dernière slide. Et pour conclure, en fait, j'aimerais simplement dire que face aux défis climatiques et écologiques dont la lutte de l'érosion de la biodiversité, hein, la planification territoriale devient un enjeu crucial et que j'aimerais aussi dire que la stratégie écologique territoriale se positionne comme un élément euh, central de la planification en proposant une approche holistique pour concilier les impératifs écologiques, économiques et sociaux. Je vous remercie. J'ai dépassé un petit peu, je suis désolée. Non, 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 c'est dans les temps, aucun souci. Merci beaucoup, Christine, pour Merci. du coup cette présentation, avoir bien redéfini les enjeux et à la fois aussi ce qui était entendu par la loi et des exemples. On a quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans les chats et on les reprendra lors de la phase de questions là, qui intervient juste après l'intervention de Véronique qui va suivre. On aura un quart d'heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, je vois qu'il y en a qui commencent à arriver. Bah, du coup, je laisse tout de suite la parole à ma collègue Véronique Vente, qui est chargée de projet planification territoriale et ERC à l'ARB Occitanie sur le site de Toulouse. Et bah, du coup, elle va nous présenter les magnifiques outils qui ont été concoctés par l'ARB et ses partenaires. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pierre. Alors, magnifique, je ne sais pas. En tout cas, on a essayé de, de faire au mieux. Petit retour dans le temps, effectivement, sur la démarche que l'ARB porte depuis maintenant quelques années sur l'intégration de la biodiversité dans la planification territoriale. Donc, on a voulu faire une démarche la plus cohérente possible en partant du début et en faisant déjà un point, un état des lieux de la situation. C'était en 2020. Première étape, effectivement, c'est cet état des lieux qui permettait déjà de savoir où est-ce qu'on en était dans les documents d'urbanisme, SCOT ou PLUI, qui étaient en vigueur à ce moment-là, pour, in fine, savoir un petit peu où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qui manquait, quel était le besoin réel. Donc, on a finalement abouti à une seconde étape sur un besoin finalement d'ambition partagée. Alors, derrière ce thème, c'était vraiment se dire, mais qu'est-ce qu'on aimerait trouver dans un SCOT ou un PLUI vertueux en termes de biodiversité. Ensuite, c'était aussi, une fois qu'on avait partagé cet objectif, c'était aussi mobiliser les décideurs sur ce volet-là. Donc ça, c'était plutôt un travail en parallèle sur lequel je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Et surtout, créer des outils qui permettent
de mettre en œuvre cette ambition. Et dernière étape, effectivement, c'était un peu tester. Donc là, c'est l'étape à laquelle on est aujourd'hui, puisqu'on va être capable de vous présenter dans quelques semaines, de vous mettre à disposition ces outils et donc de pouvoir voir si ces outils fonctionnent sur le terrain et vous aident réellement à apporter ce sujet. Donc, petit récap très, très, très synthétique de l'état des lieux de 2020. Donc, en gros, dans les besoins qui étaient ressortis, alors c'était assez important, hein, puisque bon, vous avez une synthèse qui est disponible sur le site internet. Ça a été quand même 6 mois de travail, 25 territoires mobilisés, de mémoire 21 SCOT et 4 PLUI. Donc, grosso modo, sur le sujet espèce, le besoin réel, c'était vraiment de développer ce sujet sur l'ensemble du projet, que ce soit autant au niveau de l'état initial que dans les règles. C'est ce que soulevait Christine tout à l'heure en disant qu'effectivement, la séquence ERC, elle serait à développer. Ben, forcément, si le volet espèce n'y est pas, c'est forcément plus difficile à mettre en œuvre. Un besoin aussi de zoom sur des secteurs à enjeu. Alors, quand on parle secteur à enjeu, on est sur les zones potentielles de développement quand on est à l'échelle du SCOT ou les futures zones à urbaniser quand on parle au niveau d'un PLU ou d'un PLUI. Sur la trame verte et bleue, il y avait également cette approche espèce qui était à développer puisque c'était vraiment le volet plutôt paysager qui était systématisé. Le sujet de la restauration qui restait aussi à traiter puisque le Code de l'urbanisme demande à la fois la préservation et de la restauration des continuités. La préservation, c'était bien identifié. Le côté restauration était un petit peu plus difficilement appréhendé. Et là aussi, un zoom sur les secteurs à enjeu pour pouvoir aller plus loin. Le volet aussi ERC, évaluation environnementale à travers l'analyse des incidences avec un besoin finalement un peu de standardiser des méthodes de travail parce que c'était finalement très disparate dans ce qui se faisait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Au niveau de la justification des choix, on était sur aussi un besoin de développer l'argumentation sur les scénarios qui étaient abandonnés pour pouvoir être lisibles et visibles sur notamment la séquence d'évitement à l'échelle de la planification. Et stricto sensu sur les mesures ERC, là, c'était vraiment préciser les mesures ERC, donc éviter, réduire, compenser, et plus spécifiquement développer la stratégie de compensation à l'échelle de la planification territoriale. Voilà, en synthèse, mais vous avez des éléments plus détaillés. Donc, à partir de ces constats, finalement, on s'est dit, mais c'est bien ces idées générales, mais finalement, l'ambition et le curseur pour considérer que chaque sujet qui traite de la biodiversité dans un doc d'urba est correctement traité, on s'est dit, finalement, il faudrait définir collectivement une ambition commune. Donc, comme le disait Pierre en introduction quand il m'a passé la parole, l'ARB n'a bien sûr pas fait ça tout seul. L'idée, c'était toujours, puisqu'on est une structure vraiment de coopération, c'est d'aller mobiliser l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce sujet pour avoir des visions transversales, vraiment l'approche de chacun. Donc l'idée, ça a été de constituer trois ateliers, donc trois groupes de travail. Le premier, l'objectif était, on s'était dit, on vise la Lune, c'est-à-dire, ça a l'air un peu idiot, mais on s'était dit, on ne fait pas de barrière sur ce qui est faisable, difficilement faisable par rapport à notre connaissance de terrain. Également, est-ce que financièrement c'est faisable? Est-ce que réglementairement, il y a pas des points de vigilance ou des freins? On s'était dit déjà, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans l'idéal? Après, évidemment, cette lettre au Père Noël, c'est super, mais l'idée, c'est d'être pragmatique et opérationnel. Donc, on a eu besoin de deux autres GT pour cette fois-ci, ce qu'on a appelé redescendre sur Terre et mettre en face de cette ambition un peu idéale, mettre les moyens humains, les moyens techniques, les moyens financiers nécessaires à mettre en œuvre cette ambition, avec une consolidation, bien sûr, juridique, puisque l'idée n'était pas de proposer des choses qui, juridiquement, étaient fragiles. Donc, on a fait cet exercice-là où, donc, comme je vous disais, sur 3 GT, mais à chaque fois, c'était 2 jours d'immersion totale dans cette réflexion. Alors, je remercie encore fortement les nombreux acteurs qui se sont mobilisés, puisqu'on était une vingtaine de structures, entre 20 et 25 structures à chaque fois, à travailler, que ce soit des urbanistes, des écologues, des associations, des bureaux d'études, également la région, mais aussi l'autorité environnementale. On a eu aussi l'Union des professionnels de génie écologique, donc la Fédération des bureaux d'études naturalistes. Il y a eu les acteurs de la recherche, les agences d'urbanisme, etc. Et j'en passe. Évidemment, les porteurs de doc d'urba, pour vraiment partager les visions de chacun et qu'on arrive à co-construire quelque chose qui parle à chacun et qui prenne en compte les problématiques de chacun.
Donc ça a été des ateliers de travail très intenses. Ceux qui ont participé, qui sont là aujourd'hui, s'en souviennent certainement. Ça a été aussi une diversité d'acteurs qui a permis, pardon, de confronter les points de vue. Donc tout ça a abouti au final à des outils pratico-pratiques. Tu peux passer, Pierre, s'il te plaît. Une vingtaine de fiches pratiques. Alors j'ai montré la diversité, j'ai fait un peu exprès, ça peut faire peur. C'est un peu ce qu'on s'est dit aussi, c'est-à-dire qu'on a abouti sur 20 fiches pratiques au total, puisqu'on a décomposé des fiches pour les SCOT, des fiches pour les PLU, PLUI. Mais on s'est dit, si on met tout ça à disposition, bon, c'est très bien parce que c'est très opérationnel, sauf qu'on va faire peur à tout le monde. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être se mettre vraiment à la place de l'utilisateur. Et c'est en ça qu'on a réfléchi à une page web qui va être mise en ligne très prochainement sur notre site internet pour faire une logique de parcours utilisateur. Du coup, tu peux passer où on essaie de vous faire un chemin logique en fonction de votre situation. C'est-à-dire que déjà, on va vous demander si vous êtes en PLUI ou au niveau d'un SCOT. Donc là, par exemple, on prend l'exemple du PLUI. On sélectionne ça. Là, vous avez aussi deux choix. Soit vous avez une logique par étape, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une démarche d'élaboration du SCOT étape par étape ou du PLUI, donc sur le diagnostic, le projet politique, le volet réglementaire ou la dynamique d'évaluation environnementale. Donc, si par exemple vous êtes sur ces étapes-là, vous cliquez par exemple sur diagnostic et là vous avez l'ensemble des fiches qui concernent le volet diagnostic, donc état initial de l'environnement pour ce qui nous concerne sur le volet biodiversité, avec un petit focus. Tu peux passer qui définit aussi les fiches qui concernent également l'évaluation environnementale, puisque pour rappel, l'état initial de l'environnement est partie intégrante de l'évaluation environnementale. Donc, c'est pour faire vraiment le lien sur les fiches et le sujet à la fois de l'élaboration et de l'approche évaluation environnementale. Tu peux passer. Cette fois-ci, sur le volet plutôt thématique, c'est-à-dire plutôt une logique thématique, là aussi, vous pouvez vous poser une question, par exemple, sur finalement comment je traite la trame verte et bleue dans mon doc d'urbanisme, ou l'approche milieu me pose question, ou l'approche espèce, justement, je vois vraiment pas comment je peux traiter la thématique. Ben, à ce moment-là, vous allez sur le volet thématique, vous cliquez par exemple sur espèce, et là, vous avez l'ensemble des fiches espèces que vous voyez dérouler en dessous, avec toujours le lien avec évaluation environnementale. Et donc, vous téléchargez les PDF, qui sont toujours des fiches, là tu peux y aller, voilà, qui sont toujours du même format pour que vous y retrouviez le plus simplement possible parce qu'on sait qu'elles sont denses. Donc, pour chaque fiche, nous avons déjà l'objectif qui est poursuivi, la cible vraiment qu'on se donne pour chaque sujet. Donc là, vous avez sur le volet espèces, donc vous avez trois types de classement d'ailleurs, le côté état initial de l'environnement que vous voyez à gauche, le sujet espèce et le sous-sujet, par exemple, diagnostic. Donc sur cette fiche-là, vous avez donc l'objectif qui est poursuivi, le livrable qui serait attendu en fait à produire par le bureau d'études. Donc ça va vous permettre aussi dans une logique en tant que collectivité, dans la construction du cahier des charges, de savoir finalement qu'est-ce que vous demandez à la prestation au final, qu'est-ce que vous devez aboutir. Des recommandations en termes de méthodologie. Donc là, on est vraiment sur la préconisation. On rappelle que ces fiches-là n'ont aucune forme d'approche prescriptive ou réglementaire, hein, puisque l'ARB n'a aucune compétence là-dessus. L'idée, c'est vraiment de faire des recommandations, des préconisations en termes de méthode de travail. Mais après, chacun, évidemment, s'approprie les choses comme il le souhaite. Également, les outils et supports ressources disponibles, exploitables par rapport au sujet de la fiche. Donc là, c'est pour vous aider à aller chercher les éléments. Par exemple, Pierre disait tout à l'heure le chiffre sur les ABC. Ben là, par exemple, sur le volet espèces, évidemment, l'outil à exploiter, c'est certainement l'Atlas de la biodiversité communale qui va vous permettre d'aller plus loin en termes de données espèces. Vous avez également l'identification des compétences à mobiliser, puisque ça, c'est un vrai sujet. Certes, les écologues généralistes, j'en suis une moi-même, donc je vais pas me saborder moi-même, mais l'idée, c'est que certes, c'est intéressant pour avoir la coordination de la vision globale, mais ça ne suffit pas sur certains sujets. Vous avez par exemple le sujet zone humide qui demande des spécificités, mais tous les autres sujets, notamment certains groupes taxonomiques, donc groupes d'espèces, hein, pour éviter les jargons de techniciens, les différents groupes d'espèces demandent des expertises naturalistes particulières, donc en fonction des enjeux de votre territoire, c'est important d'avoir les compétences qui vont avec.
Enfin, vous avez les périmètres et cibles qui vont concerner du coup le travail qui est à faire par rapport au sujet qu'on est en train de développer. Donc là, vous avez aussi le niveau de précision, par exemple, attendu, comme là sur le volet espèce, quand on est au diagnostic pour un PLUI, on est au point GPS de la donnée. Enfin, aussi des points de vigilance et aussi des leviers à valoriser. Donc là, c'est des petits points d'alerte, des attentions à avoir sur la difficulté de mise en œuvre de tel ou tel sujet. Et enfin, des exemples chiffrés qui vont permettre d'amener des éléments de coût, des éléments de temps de travail qui vont vous donner un petit peu des repères. Alors évidemment, on ne va pas dire, voilà, un diagnostic d'espèce pour un SCOT, c'est temps. Évidemment que non. Mais l'idée, c'est peut-être de donner des retours d'expérience, des fourchettes. Alors ça, c'est des choses qu'on a évidemment du mal à mobiliser. Donc, comme ce sont des fiches PDF, l'idée, c'est de les nourrir et de les compléter au fur et à mesure et donc de pouvoir vous amener des éléments. Et dernier élément sur lequel je n'avais pas mis de fléchage, mais vous avez tout en bas de la fiche le volet SRADET, où là l'idée, puisque vous avez l'obligation effectivement de prise en compte d'application du SRADET, et donc là l'idée c'est qu'on vous associe le sujet avec la mesure du SRADET qui correspond pour que vous puissiez plus facilement aussi justifier du coup le traitement des obligations qui sont édictées dans le SRADET. Donc, sur les thématiques traitées, vous avez vu qu'il y avait une vingtaine de fiches. Donc, il y a le volet habitat, espèces, trame verte et bleue, enjeux, projet politique et évaluation environnementale. Vous voyez dans tout ça que le volet règle n'y est pas. C'est volontaire. Après la discussion et construction avec les acteurs, on s'est bien rendu compte que finalement, une fiche technique, que ce soit sur les prescriptions d'un dos ou sur le règlement écrit ou le zonage, le plan de zonage d'un PLU, c'était pas forcément adapté. Donc, on a fait le choix pour ce volet-là de partir sur des retours d'expérience. Et donc là, vous aurez un téléchargement des choses qui vont se nourrir au fur et à mesure pour avoir toujours des choses actualisées sur des retours d'expérience, que ce soit par exemple sur les OAP-TVB, sur qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un plan de zonage, des retours d'expérience sur le traitement du volet espèce dans les prescriptions d'eau ou dans le règlement écrit d'un PLU ou d'un PLUI. Donc l'idée, c'est effectivement d'avancer comme ça. Donc sur les sujets en récapitulatif, donc sur Habitat, on a le volet occupation du sol. Donc là, non, si tu peux encore remonter, s'il te plaît. Donc occupation du sol, habitat, zone humide. Sur le volet espèces, on a l'approche pré-diagnostic et diagnostic pour corréler au mieux à ce qui se fait sur l'approche projet, toujours dans un souci d'une meilleure intégration et déclinaison de la prise en compte de la séquence ERC. Pour les trames vertes et bleues, on est sur les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et le sujet restauration. Une fiche enjeu, une fiche projet politique, et sur l'évaluation environnementale, vous aurez l'analyse d'incidence et la justification des choix. Pour rentrer un peu plus en détail, sans vous assommer, après vous aurez accès aux fiches très prochainement aussi parce qu'on est en train de finir leur mise en page et les derniers détails à affiner. Sur le volet occupation habitat naturel, pour vous donner une idée des points un peu saillants qui ressortent dans les recommandations, c'est notamment les besoins de focus cartographique sur les secteurs à enjeu, ce que je disais déjà tout à l'heure. Il y a vraiment ce besoin d'aller un peu plus finement. Évidemment, on sait très bien que traiter très finement ces sujets à l'échelle du SCOT ou d'un PLUI, ça coûte très cher, c'est très chronophage. Donc l'idée, c'est par contre de faire cet effort sur des secteurs à enjeu, donc les secteurs de développement ou de futures zones à urbaniser, et une recommandation aussi très forte sur le niveau en fait attendu, qui est l'utilisation de la typologie ENIS, qui est la typologie de classe pour les cartographies d'occupation du sol européenne de niveau 3. Pour les zones humides, là sur l'échelle SCOT et PLUI, on recommande en fait un livrable un peu différent puisque le SCOT, on serait plutôt sur une cartographie des habitats caractéristiques des zones humides, habitats caractéristiques qui sont définis dans l'arrêté de 2008. Pour les PLUI, on serait plutôt sur de la cartographie de zones humides selon une analyse fine, phytosociologique, mais aussi pédologique. Tu peux passer. Pour le volet espèces, comme je le disais, l'idée c'est vraiment de se coller sur le modèle du projet d'aménagement, donc qui fait à la fois une approche pré-diagnostique et une approche diagnostique. Donc pour le pré-diagnostic, on serait à l'échelle du SCOT sur identifier les besoins d'inventaire sur les secteurs stratégiques, donc toujours de développement.
Et au niveau du PLUI, on serait sur identifier une cartographie des secteurs vraiment sur lesquels réaliser des inventaires naturalistes. Pour le volet diagnostic, on serait sur une recommandation pour le SCOT d'un passage de terrain à visée généraliste sur les secteurs de développement. Donc, on parlerait de juste quelques jours. Pour les PLUI, par contre, on préconiserait plutôt des inventaires de bon printemps sur les potentielles zones AU, les OAP et aussi sur l'échelle bâtiment. Pour le sujet espèces, ça s'y prête pour les espèces inféodées au bâti. Alors, quand on parle de bon printemps, en gros, c'est ne pas faire du 4 saisons forcément parce qu'on sait très bien que les calendriers, c'est toujours très compliqué, mais c'est choisir vraiment la bonne période d'inventaire en fonction du groupe d'espèces qui est concerné. Tu peux passer. Sur la trame verte, bleue et noire, là on serait sur des recommandations d'échelle cartographique, donc sur du 25 millième au niveau du SCOT et du 5 millième au niveau PLUI, et aussi des objectifs de précision locale des réservoirs et des corridors écologiques. Quand je dis ça, je dis ce que je veux dire, c'est évidemment on reprend ce qui est fait par l'échelle supra, donc par l'annexe SRCE dans le SRADET pour le SCOT et les cartes du SCOT pour un PLU ou un PLUI, mais on ne s'arrête pas là. On va aller affiner ça pour définir de nouveaux réservoirs qui sont légitimes à préserver en tant que réservoir de biodiversité localement, donc grâce à de la modélisation bien évidemment, mais aussi à la mobilisation d'expertise locale et aussi en réussissant à mobiliser grâce à cette expertise locale le volet restauration écologique, donc les points de rupture et les secteurs à restaurer qui sont très importants à définir. Le volet enjeu, donc là, c'était une fiche un peu spécifique avec un objectif fort de hiérarchisation de ces enjeux et aussi insister sur un résultat de carto thématique par groupe d'espèces, mais aussi une cartographie de synthèse qui permet en fait cette hiérarchisation et de croiser les différents enjeux pour pouvoir faire des prescriptions les plus pertinentes possibles. Je te laisse passer. Sur le volet projet politique, donc le PAS pour le SCOT ou le PADD pour les PLU, PLUI, là, l'idée, c'est pas de la méthode technique, hein, là, on est plus sur de la mobilisation des différents acteurs, en particulier des élus, pour construire le projet politique. Et l'objectif, c'est vraiment de poser la reconquête de la biodiversité comme un projet de territoire, comme le soulevait Christine, avec tous les leviers, les intérêts qu'ont les territoires à se saisir de ce sujet et toute l'approche transversale que peut regrouper le sujet de la biodiversité. Et surtout, adapter le discours à la cible, sachant qu'on a trois cibles à identifier et à ne pas laisser sur le chemin pendant toute l'élaboration, qui sont les élus, les techniciens et les citoyens. Tu peux passer. Enfin, dernier élément sur l'évaluation environnementale. Donc là, je vous ai affiché la fiche incidence, mais il y a la même sur les justifications des choix. Rapidement, dans les messages clés, sur l'analyse des incidences, c'est vraiment une méthode très détaillée étape par étape, avec une recommandation de 5 niveaux d'incidence pour pouvoir vraiment être mesuré et être fin dans la priorisation des choses et ne pas être trop binaire. Ne pas oublier en chemin la notion de nature ordinaire et aussi le sujet des effets cumulés, même si on sait que ce sont des sujets très complexes, surtout pour les effets cumulés, mais c'est important de se pencher dessus. Et toujours les focus sur les secteurs à enjeu pour pouvoir vraiment préciser l'enjeu et pouvoir, là encore, ne pas être complètement binaire, mais pouvoir affiner les secteurs qui justifient vraiment une préservation stricte de ceux qui pourront effectivement être sur une approche plutôt de réduction et d'intégration notamment de nature en ville dans les projets d'aménagement. Et enfin, la justification des choix, c'est vraiment l'idée de raconter l'histoire du projet de façon illustrée en pouvant justifier toutes les étapes de réflexion, notamment, comme je le disais tout à l'heure, les projets qui finalement ont été réfléchis et abandonnés, et pour pouvoir vraiment faire comprendre toute la logique et le cheminement pour bien démontrer que le sujet biodiversité a été au cœur des choix et a été pris en compte à chaque étape. Et voilà pour moi. J'espère que j'ai tenu le timing. C'est parfait au niveau du timing et de la présentation. Je vais vous laisser déjà, enfin, te laisser respirer un petit peu, Véronique. Alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de questions sur les outils, mais je pense que c'est normal. Vous attendiez la présentation de manière plus détaillée.
On va revenir aux questions sur l'intervention précédente de Christine. Je vais vous laisser peut-être, du coup, je ne sais pas si votre micro est activé. Oui, Euh, il est actif. alors, j'ai vu quelques questions, mais du coup, enfin voilà, on va les reformuler si besoin. Il y avait notamment deux questions lorsque vous avez présenté là, ce changement à partir de 2031 par rapport à la définition de la renaturation. Est-ce que vous pouvez préciser entre guillemets entre ce qu'il y a avant 2031 et ce qu'il y a après? Donc ça, c'est une des premières questions. Et il y a une autre personne qui nous demandait si ce projet de loi n'était pas remis en cause, ou en tout cas ce sujet. Alors, je commencerai déjà par vous dire que sur la question de la renaturation, je vais vous parler d'une étude que la Fédération des Scots a fait également sur cette question. Donc, c'est principes et méthodologies pour la renaturation. Et je vous invite aussi à aller la télécharger et à vous en saisir parce que vous allez, enfin, ça donne énormément de pistes de travail pour répondre donc à cet enjeu de renaturation dans les territoires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a évoqué donc la différence entre... Ah non, la première, c'est la remise en cause. Alors peut-être qu'il y a une remise en cause. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui est votée. Et aujourd'hui, moi, je vous présente ce qu'on fait avec la loi qui a été votée. Très bien. OK. Euh, Ensuite, sur, oui, avant 2031 et après 2031, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 2031, le ZAN, c'est simplement, c'est permettre, comment dire, non, c'est voilà, c'est la renaturation, ça, il n'y a pas, il y a pas forcément un enjeu sur la classification des sols, puisque la nomenclature artificialisation se mettra en place qu'à partir de 2031. Pour autant, quand on va faire de la renaturation entre 2021 et 2031, on peut aussi se poser la question de la fonctionnalité des sols, euh, parce que enfin, les enjeux sont là, hein, Mhm. et après, en fait, l'intérêt de se poser cette question-là, c'est de faire passer la question du ZAN de l'approche comptable à une approche qualitative qui est beaucoup plus bénéfique pour les territoires et Ouais. pour nous, hein, êtres humains, face aux effets du changement climatique, parce que bah, le changement climatique, il est là aujourd'hui. Si on fait rien, il va s'intensifier, il va toucher tout le monde. Et enfin, j'ai envie de dire qu'il s'agit d'un intérêt général. Et donc, cette question de la renaturation, par rapport à simplement changer, dire, enfin, la renaturation dans un esprit qualitatif, elle a beaucoup plus de sens enfin, elle a de sens par rapport à une approche comptable de dire, ben voilà, on a réduit, on n'a pas utilisé, enfin, on a rendu, on a utilisé, enfin, on a mangé un hectare, on en a rendu un hectare parce que là, on a, voilà. Et ça, je pense que c'est surtout l'approche qualitative qu'il faut regarder par rapport au territoire. Ensuite, j'avais vu qu'il y avait une question, un exemple du verre sur du verre. Ben, tout simplement, hein, le renforcement des haies, par exemple, pour la question d'habitat des espèces, mais aussi parce que la haie, elle va rendre des services à l'agriculture. On peut aussi penser à un travail sur des zones humides pour réguler les crues. Il y a énormément d'exemples, puisqu'il y a à chaque service écosystémique, en fait, on peut répondre par des actions, enfin, on peut venir renforcer les services écosystémiques par des actions de renaturation. Après, il y avait aussi une Ouais. question sur la question de l'industrie. Oui. Enfin, qu'est-ce qu'on en dit, quoi? Mais Alors là, la la filière bois, c'est une industrie, quoi. c'était plus généraliste. Alors, j'ai l'impression, Voilà. c'est effectivement, alors peut-être une question générale, mais on va poser à vous deux. La personne nous demandait en fait pourquoi la biodiversité est utile pour l'économie ou l'industrie, enfin l'économie en général et l'industrie peut-être en particulier, puisque ça a été évoqué. Donc ça, c'est plus une question d'ordre généraliste, mais je vous laisse peut-être Ouais. répondre à ces sujets. Non, mais voilà, enfin, la question, elle est importante parce que, bah, oui, bah, il y a de l'industrie à partir du bois, que ce soit toute la filière, hein, et la filière, elle est large. Donc, il y a intérêt à avoir, à s'occuper de la biodiversité pour pouvoir, derrière, euh, avoir cette ressource à utiliser. Après, il y avait quoi d'autre comme Après, alors pour question? votre information aussi, enfin toutes les personnes qui nous écoutent,
Il y a un dispositif qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature, qui est développé à Mhm. l'échelle nationale par l'Office français de la biodiversité, décliné en région. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion de vous présenter aussi des outils par rapport à ça, qui montrent bien les liens qu'il y a entre économie et biodiversité, et notamment entre les entreprises de manière générale et la biodiversité. Donc ça, on pourra vous apporter des éléments, le cas échéant, si vous posez encore des questions sur le sujet. Pardon, Christine, je vous ai coupé. Non, non, c'est très bien parce qu'en fait, je voulais revenir là-dessus en disant aussi que, euh, en fait, il y a énormément d'acteurs qui travaillent sur ces questions-là et il est vraiment important de travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs parce que chacun a un bout de la solution finalement et donc il y a à s'enrichir mutuellement de l'expérience, travailler sur ces questions de biodiversité et de planification. Merci. Alors, peut-être une question qui va plus, enfin, que je vais poser plutôt à Véronique, c'est, on nous a posé la question par rapport aux outils. Donc, il y a deux, trois personnes qui ont trouvé ça très sympathique et plutôt pas mal. Mais une personne notamment qui se demandait si les outils étaient applicables à l'échelle communale. Alors oui, oui, j'avais pas vu que j'avais recoupé mon micro. Oui, dans l'absolu, oui, puisque en fait, la structuration d'un PLU ou d'un PLUI enfin, reste la même. Donc en fait, toutes les préconisations des fiches PLUI sont tout à fait valables pour un PLU. Maintenant, en lisant la question, je ne sais pas si c'était tout à fait enfin, je suis pas sûre de répondre du coup complètement à la question, dans le sens où la question disait dans une commune au sein d'une intercommunalité. Donc, si la question est plutôt dans une interco, où il y a un PLUI, est-ce que la commune peut se saisir quand même de ces fiches outils? Alors, j'ai envie de dire oui et non, dans le sens où évidemment on est dans un cadre document d'urbanisme, donc on a structuré les fiches et les sujets par rapport à ce qu'on attendrait dans un doc d'urbanisme. Donc évidemment qu'une commune qui a déjà un PLUI, j'aurais tendance à dire d'amener ses fiches dans la construction du PLUI, mais par contre je pense que la commune, dans sa culture et peut-être dans sa stratégie locale biodiversité, si elle souhaite en faire une, je pense qu'en lisant ses fiches, ça va lui apporter des éléments pour construire sa stratégie et sa logique de travail. C'est juste que ce ne sera pas exactement du coût humain, mais elle pourra en tout cas, dans la logique de projet, s'inspirer de la logique des étapes du doc d'Urba pour se faire sa propre méthode. Parce que quand on traite d'un sujet, les compétences à mobiliser, les outils supports qui sont cités sont tout à fait valables, même hors document d'urbanisme. Ah, peut-être une question là qui n'a pas été posée dans le chat, mais qui n'est pas forcément évidente pour tous, pardon. Euh, Pourquoi finalement avoir choisi l'échelle Scott et PLUI, du coup? Bon, je connais la réponse, mais je la pose quand même pour tout le monde. Non, merci. On n'a pas préparé avant celle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte, travaillant tous les deux sur, notamment au sein de la communauté régionale éviter réduire compenser, on se rend bien compte que notamment le sujet ERC, s'il n'y a pas d'anticipation, en fait, les coûts partis en termes d'aménagement, on est très vite limité, notamment pour mettre en œuvre l'évitement et finalement faire une réelle préservation de la biodiversité. Donc, ne serait-ce que sur le sujet ERC, on se rend bien compte, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais une micro-pub sur un futur GT de la CRERCO sur planification et ERC qui va démarrer cette année, où en fait c'est l'échelle de la planification qui va permettre l'anticipation. Et en fait, on se rend bien compte que sur la biodiversité, si on veut réussir à avoir des résultats en termes de préservation, mais aussi de restauration, en fait, c'est l'anticipation qui va changer la donne. Donc, cette échelle-là, contrairement à l'échelle projet, qui pourtant paraît peut-être plus simple parce que c'est plus opérationnel, c'est plus petit, c'est plus concret, donc mettre en œuvre effectivement une préservation, ça paraît plus simple. Pour autant, souvent, les choses sont déjà ficelées sur plein de sujets. Et du coup, ça limite énormément la marge de manœuvre, alors qu'au niveau de la planification territoriale, on a encore tout à faire parce qu'on est dans l'anticipation, dans la planification de territoire. Et du coup, c'est là où on a énormément, énormément de leviers possibles pour vraiment faire la différence sur l'intégration de la biodiversité dans le territoire. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Si Christine, vous vouliez compléter peut-être ou pas forcément? Moi, je partage complètement ce que vient de dire Véronique. Je n'ai Bah, rien à tant mieux. ajouter. Parfait. Si ce n'est Alors, peut-être que, effectivement, c'est difficile.
comment dire, la dimension stratégique, bah, une fois qu'elle est établie, on passe à l'opérationnel et la difficulté, c'est de toujours avoir en tête qu'avant, il y a une stratégie. Parce que il arrive que ben, on fasse fi de la stratégie, on n'y pense plus une fois qu'elle est là, quoi. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de faire des allers-retours aussi. Et voilà, enfin, je ne vais pas redire ce que Véronique vient de dire, elle l'a très très bien dit. Je pense que c'est essentiel d'avoir cette dimension stratégique pour faire de l'opérationnel efficace. Ok, merci pour ce complément. Alors, deux dernières questions. Une qui est du coup assez précise par rapport à un guide qui a été cité, à savoir le Oui. guide qui concernait principes et méthodologies pour la renaturation dans les territoires. Ah Qui est oui, l'auteur de l'étude? la Fédération nationale des Scots. Ok, voilà, donc comme ça, on a la réponse, c'est parfait, merci beaucoup. Et alors, une dernière question qui vient d'arriver, comment faire entrer l'évitement fait au niveau de la planification dans les futurs dossiers de dérogation espèces protégées? Euh, Alors, si je peux me permettre une réponse, mais je ne sais pas si elle sera bonne, et il n'y a peut-être pas de réponse totalement établie, puisque comme le disait Véronique, il y aura un groupe de travail spécifique via la communauté régionale Éviter, Réduire, Compenser en Occitanie, la CRERCO. Si vous êtes intéressé par ces questions de RC, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre cette communauté, puisqu'on va essayer de débroussailler tout ça tous ensemble. Et finalement, dans les dossiers de dérogation espèces protégées des projets d'aménagement, normalement, on vous demande une question, c'est l'absence de solutions alternatives de moindre impact. Et du coup, si ce sujet a été traité au moment du document de planification, c'est-à-dire qu'il y a eu, imaginons, plusieurs idées de zones d'implantation ou d'ouverture à l'urbanisation, et que pour X ou Y raison, du coup, et via les fiches qu'on vous a proposées, notamment sur les enjeux liés aux espèces, on considère que sur les quatre zones, par exemple, on aurait pu mettre une zone de développement. On a décidé d'en ouvrir que deux, parce que sur les deux autres, il y avait des enjeux qui étaient trop forts d'un point de vue biodiversité. Ça vous permet normalement au niveau des projets, justement, de justifier ce moindre impact et du coup de justifier aussi de l'évitement. Donc je ne sais pas si c'est une réponse qui est forcément bonne et si la jurisprudence le considère comme ça, parce qu'on sait qu'elle évolue beaucoup sur ces sujets. Mais ça peut être un début de réponse et on essaiera de vous en donner peut-être un peu plus dans les mois Alors, à venir. Véronique, si tu veux conclure. oui, alors je force un peu le trait volontairement. J'ai envie de dire que si l'évitement est bien fait au niveau de la planification, en fait, il n'y a pas de DEP. C'est vrai. C'est vrai, Ça non. facilite beaucoup le travail, ça dérisque, on va dire, le foncier des projets d'aménagement. Et c'est l'enjeu premier. Alors évidemment, on se leurre pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. On sait aussi que la biodiversité, c'est un sujet, bah, c'est du vivant, donc ça bouge. Donc effectivement, les enjeux, tout sécurisés à un instant T, bah, les choses auront évolué peut-être quand il y aura un projet, certes. Mais je pense qu'il y a énormément aujourd'hui de dérogations espèces protégées que si, au niveau de la planification, on avait fait de l'ERC efficace et qu'on avait fait des choix. euh, J'allais dire intelligent, mais je veux pas vexer. Mais Éclairé. en tout cas, suffisamment stratégique sur le long terme. Il y a énormément de dettes qui posent problème aujourd'hui sur les mesures de la mise en place de mesures compensatoires qui ne seraient pas en fait, et on aurait trouvé la solution de faire du développement ailleurs. Merci pour cette réponse. On va clôturer là, cette première partie. Et du coup, on va passer à la phase, du coup, là, au moment d'interview. Alors, on teste voilà, quelque chose d'un peu nouveau, puisqu'on va avoir, du coup, trois personnes avec nous pour cette petite séquence d'interview. Donc, je demanderai à Cécile Dassonville, Virginie Rivière et Romain Artero de bien vouloir, du coup, activer leur caméra et leur micro. Donc Cécile Dassonville et Virginie Rivière travaillent à la Dreal Occitanie. Je les laisserai peut-être présenter un peu plus ce qu'elles font au sein de la Dreal, donc pour l'autorité environnementale, et Romain Artero qui travaille à l'ORCA et qui est chargé de mission environnement. Alors je vais commencer tout simplement par vous laisser la parole, peut-être Cécile dans un premier temps, pour présenter finalement enfin voilà, ce que vous faites auprès de la MRAE, au sein de l'Adréal Occitanie.
Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, oui, je suis Cécile Dassonville, je suis chef de la division Autorité environnementale Est à l'Adréal Occitanie, donc au sein du département Autorité environnementale. On est 22 agents à l'Adréal à travailler dans ce département, répartis sur les sites de Montpellier et Toulouse, et on exerce nos missions pour le compte de deux autorités, l'autorité environnementale et l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, selon la nature des dossiers et la nomenclature qui est prévue par le Code de l'environnement et le code de l'urbanisme pour certains documents d'urbanisme. Donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les documents d'urbanisme, c'est assez simple, c'est la même autorité, autorité environnementale, autorité chargée de l'examen au cas par cas. Donc pour ces missions-là, on travaille sous l'autorité de la MRAE, la mission régionale de l'autorité environnementale, qui est une instance totalement indépendante en fait de l'ADREAL, des préfets, des services instructeurs, qui comprend actuellement 9 membres. Donc on a 5 membres permanents qui sont des hauts fonctionnaires, inspecteurs généraux de l'environnement du développement durable et 4 membres associés qui les aident dans leur travail et qui sont des experts nommés pour leurs compétences en écologie, en biodiversité, en hydrogéologie, etc. Donc, les grands principes de ces avis de la MRAE, pour les gens qui feraient encore la confusion avec des avis de l'ADREAL, par exemple, c'est que donc, c'est des avis qui sont rendus indépendamment, en collégialité par ce groupe d'experts, et qui sont totalement transparents, puisque tous les avis et les décisions, aussi au cas par cas de la MRAE, sont rendus publics dès qu'ils sont validés. Nous, au sein du département, notre travail, on est tous agents de l'ADREAL, c'est de préparer ces avant-projets pour la MRAE et les décisions qui sont ensuite validées par la MRAE avant d'être publiées. Voilà. Ok, merci. Et peut-être du coup par rapport au SCOT, comment vous intervenez, enfin aux documents de planification de manière large, pas forcément au SCOT d'ailleurs. Sur les documents de planification SCOT et PLU, on prépare les avant-projets d'avis qui sont ensuite relus et validés par la MRAE selon des modalités qu'elle décide selon la nature d'enjeu. Et pour les dossiers qu'on regarde au cas par cas, qui peuvent concerner aussi des PLU, on prépare les avis conformes de la MRAE avant les décisions des personnes publiques. Ok, bah, merci beaucoup, c'est très clair. Du coup, je vais passer la parole à Romain Artero. Pareil, si vous pouvez nous présenter bah, votre structure et puis le lien aujourd'hui avec les documents de planification, la biodiversité, de la même manière. Bernard Thérault, je suis chef de la Ah, mission environnement donc, au sein de l'agence d'urbanisme. alors, Vous m'entendez le pas? son est assez faible. Ça a l'air d'être un peu mieux. Oui, Oui, c'est bon, vous m'entendez ou non? c'est C'est bon. bon? Ok. Donc je reprends. Donc Romain Thérault, je suis chargé de mission en environnement donc à l'agence d'urbanisme catalane qui est basée à Perpignan. Donc juste un mot sur l'agence, donc c'est une structure associative de type association loi 1901, donc à but non lucratif. Et donc une structure qui est composée de membres qui sont principalement des collectivités territoriales, mais on retrouve aussi donc l'État, le département et la région notamment. Et donc on est une équipe technique donc qui constitue une structure en fait d'ingénierie territoriale qui travaille donc pour et avec nos membres dans le cadre de missions relatives à l'aménagement du territoire, la planification territoriale, des missions relatives à des projets urbains ou à des missions d'observation du territoire principalement. Et donc en ce qui nous concerne plus directement aujourd'hui, donc on accompagne des collectivités, donc EPCI ou syndicats mixtes de SCOT, dans le cadre de missions relatives à l'élaboration ou la révision de leurs documents d'urbanisme, avec des niveaux d'accompagnement en fait qui sont variés selon les partenaires. Et donc juste préciser qu'à l'échelle nationale, en fait, il y a une cinquantaine d'agences d'urbanisme aujourd'hui, dont deux autres sur le territoire régional, donc une à Toulouse et une à Nîmes. Ok, bah, j'allais Voilà poser la pour la question. présentation globale. Merci pour cette anticipation. Donc, trois agences d'urbanisme sur le territoire d'Occitanie. Alors C'est ça. après, pour aller plus dans le vif du sujet, je vais peut-être repasser la parole du coup là peut-être à Virginie. Concernant aujourd'hui les problèmes, on va dire comme ça, c'est peut-être un peu négatif, qui sont rencontrés justement sur les documents de planification par rapport à la biodiversité. Est-ce qu'il y a vraiment des grands axes sur lesquels aujourd'hui, bah, par rapport aux fiches qui sont présentées, on a vu qu'il y avait quand même un bon qualitatif peut-être à faire. Bonjour, donc Virginie River, je suis chargée de mission à l'autorité environnementale sur les documents d'urbanisme. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites en fait, qui étaient importantes là pendant les présentations.
On pourrait passer 1 heure sur les points importants qui sont manquants dans les documents d'urbanisme, mais je vais essayer en 3 minutes de faire passer des messages essentiels pour que vous reteniez vraiment ce qui est le plus important. Sur les documents d'urbanisme, d'une manière générale, c'est vraiment, si il y a une chose à retenir, et la question tout à l'heure sur les dérogations espèces protégées l'illustre bien. En fait, c'est le moment de faire de l'évitement, parce que c'est de la planification. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que quand on croise les enjeux de biodiversité, mais tous les types d'enjeux, avec l'impact du document de planification, c'est-à-dire tous les types de projets qu'on va élaborer et qu'on a en tête sur ces documents de planification, si on fait le constat d'enjeux importants, c'est le moment de chercher des solutions alternatives pour ne pas retrouver en fait la difficulté ensuite dans les projets avec l'obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction ou de compensation. Et c'est le moment en fait de ne pas faire de report et de reporter de ne pas faire reporter la difficulté sur les projets. À titre d'exemple, on a eu l'exemple dans l'agglomération toulousaine d'un porteur de projet qui avait acheté plus de 11 hectares pour faire des logements. Et sur ces 11 hectares, 80% c'était de la zone humide. Si dans le PLU, en amont, on avait fait l'inventaire correctement, jamais ces parcelles n'auraient été vendues à ce porteur de projet. Et donc, le porteur de projet a dû renoncer, en fait, finalement, à son projet. Donc, vraiment, s'il y a un message à passer, c'est que c'est le moment de faire de l'évitement. D'autant plus que dans les documents d'urbanisme, la mesure compensatoire n'existe pas. Et c'est dans le projet qu'elle existe, la mesure compensatoire. Et ce qu'on ne fait pas souvent, c'est un autre message que je voudrais passer, c'est que pour les projets, les coûts-parties et les projets dans lesquels il y a des mesures de réduction et de compensation nécessaires, il y a un retour à faire et un lien à faire entre le projet et les documents d'urbanisme. Parce que souvent, les mesures compensatoires ne sont pas sanctuarisées par des zonages dédiés et adaptés, donc elles ne sont pas protégées comme il faudrait dans les documents d'urbanisme. Donc dans les documents d'urbanisme, on doit voir un inventaire des projets existants avec leurs mesures compensatoires sanctuarisées dans les nouveaux projets de SCOT ou de PLU. Un autre point important, c'est la pression d'inventaire. On attend des zooms sur tous les secteurs aménagés par le PLU. Là, je réponds à une autre question qui a été posée. Qu'est-ce qu'on fait comme mesure compensatoire? On attend en fait des inventaires sur les zones AU, ça c'est de plus en plus fait, des inventaires fins, je parle avec un zoom, hein, sur les zones AU, sur les zones U en dents creuses, parce qu'on peut avoir des secteurs de prairies avec des enjeux forts de flore et même de faune. Sur les zones A et N, avec les stécales ou les zones naturelles, touristiques ou de loisirs qui vont finalement être aménagées. C'est plus de la zone naturelle, c'est de la zone aménagée. Sur les emplacements réservés également, il y avait une question, par exemple, là tout à l'heure, sur les élargissements, en fait, pour les voies routes, pour les voies vertes, par exemple. Et souvent, on met des emplacements réservés en vue de faire des voies vertes. Ça veut dire qu'il faut aussi des inventaires pour anticiper, le cas échéant, l'évitement et les solutions alternatives. Dernier point, souvent, trop souvent, les zones humides, la biodiversité ordinaire et la qualité des sols sont oubliées dans les inventaires. Les zones humides, c'est la fonctionnalité qui n'est souvent pas étudiée. Bon, déjà, c'est bien quand on a l'inventaire, on est déjà content. Mais au-delà de l'inventaire lui-même, dès lors qu'on a fait détecter des zones humides, il s'agit d'en étudier la fonctionnalité, d'autant plus quand on a des mesures de réduction. Il ne s'agit pas juste de dire on évite la zone humide. Elle a un fonctionnement et comment elle fonctionne et est-ce que cette réduction va vraiment permettre de continuer et de maintenir cette zone humide. Concernant la biodiversité ordinaire, trop souvent elle est négligée. Or, elle joue un rôle essentiel, notamment dans les îlots de chaleur urbains, dans le maintien pour la santé, par exemple, les chauves-souris, les chiroptères
sur le maintien des populations de moustiques. Par exemple, c'est juste un exemple parmi d'autres. Sur la qualité des sols, on en a parlé tout à l'heure et merci d'en avoir parlé. La fonctionnalité des sols, c'est très important. Elle a un rôle de régulation sur l'eau, sur le stockage carbone, sur les îlots de chaleur, etc. Et c'est vrai que cette qualité des sols, de plus en plus, elle est importante parce que trop souvent, on construit aussi dans des secteurs avec des qualités de sol vraiment importantes parce qu'on est en bordure de cours d'eau. Voilà ce que je devais dire en très très peu de temps. C'est les points sur lesquels voilà, il y a des points d'attention importants, mais il y en aurait une liste beaucoup plus longue. Non, mais merci Voilà, mais beaucoup. retenez bien ça déjà, c'est le lieu de l'évitement, avec des pressions d'inventaire suffisamment importantes pour qu'on qualifie correctement les enjeux. Donc, il y a des messages forts qui sont passés. Alors, du coup, je me tourne vers vous, Romain, pour savoir si, du coup, est-ce que vous avez le même constat sur les projets de documents d'urbanisme que vous accompagnez, ou est-ce qu'il y a même d'autres sujets où il y a des lacunes et sur lesquels, justement, le travail qu'on a présenté pourrait aider? Ou vous partagez, j'imagine, peut-être aussi le... Oui, partager, oui, effectivement, on peut partager pas mal de ces points. Certains sont aussi à discuter, je pense, en étant des deux côtés, entre guillemets, hein. Côté, parce que moi je suis aussi écologue de formation, et donc étant cette approche-là, et en accompagnant beaucoup de territoires dans ces travaux-là, on voit des difficultés après réelles de mise en œuvre. Donc il y a des points qui sont pas si simples. Mais bon, ça c'est un autre sujet, et il faudrait du temps pour vraiment l'évoquer. Après, effectivement, moi je pourrais mettre l'accent sur des points peut-être moins techniques, mais qui sont importants aussi à mes yeux. C'est déjà, quand on parle de difficultés pour bien prendre en compte l'université dans les documents de planification, d'après moi, le premier point, c'est lié aussi à la place en fait du sujet biodiversité dans un document d'urbanisme. Déjà, si on prend l'environnement au sens large, c'est un des gros sujets à traiter, mais parmi d'autres. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, les champs d'intervention des documents d'urbanisme sont assez larges. Donc, il y a tout le volet économique, logement, mobilité, et l'environnement. Au sein de l'environnement, la composante biodiversité, c'est qu'une composante, là aussi parmi d'autres. Il y a des territoires où donc il y a d'autres thématiques environnementales, même si tout ça est très interconnecté, il y a quand même d'autres thématiques environnementales, ressources en eau, prévention des risques naturels, où on a des enjeux qui sont majeurs. Donc de fait, je pense que la place de la biodiversité, elle est déjà assez limitée. Et donc derrière, on a des moyens humains, financiers, alloués, qui sont aussi limités et qui ne collent pas avec certaines attentes qu'on sujet là, je trouve. Aussi souligner que sur le plan de intérêt en fait porté à cette thématique, si il y a un intérêt qui est grandissant au fur et à mesure au cours des dernières années, ça c'est clair et net. On a quand même, selon les territoires, selon les élus, selon les techniciens aussi, des structures concernées, un intérêt qui peut être variable. Et donc après, une volonté de mettre le sujet, j'ai envie de dire, sur le devant de la scène, qui peut être variable selon les territoires. Ça, c'est, je pense, un point qui est assez important. Ensuite, effectivement, je partage tout à fait l'idée que la planification, c'est la bonne échelle, puisque moi, j'avais noté une prise en compte de la biodiversité qui commence trop souvent avec un temps de retard. Les études, même à l'échelle de la planification, elles démarrent. Et en fait, on a des zones de projet qui sont déjà identifiées, voire quasiment validées. Donc, on va aller prospecter sur le terrain, déployer la séquence ERC, déjà à l'échelle d'une zone. Et donc, on occulte et on saute complètement l'étape précédente, qui est de voir les autres zones alternatives qui pourraient se prêter mieux à accueillir certains projets, du moins sur le plan de la biodiversité. Et après, juste un dernier point que je voulais souligner, c'était sur une des difficultés aussi pour les acteurs qui travaillent à l'élaboration de documents d'urbanisme, c'est la difficulté ou le manque de données qui sont directement utilisables à la bonne échelle. Je m'explique, les zonages environnementaux classiques, SNIEF, Natura 2000, on récupère les données cartographiques, les données documentaires, bibliographiques qui renseignent, et on peut les intégrer assez facilement, j'ai envie de dire, à l'échelle d'un SCOT ou d'un PLUI. Quand on parle de continuité écologique, de zones humides ou d'espèces, là c'est plus compliqué. Il n'y a pas de travail entre guillemets pré-mâché qui soit directement interprétable et mobilisable. Ça demande des études complémentaires, donc on revient sur la question des coûts et des compétences aussi complémentaires. Voilà juste les points que je voulais évoquer. Ok, bah merci pour ces compléments. Du coup, moi, ce que je note là dans vos deux interventions, c'est à la fois effectivement plus de précision, le fait que l'évitement est important. On a des questions, mais on y reviendra là sur notamment les pressions d'inventaire.
Mais ce que je note quand même pas mal, c'est aussi qu'on ait des compétences en face qui permettent de répondre à des besoins locaux, des questions locales, et donc qu'il est important d'aller soit à des associations naturalistes, des bureaux d'études, des gens comme vous au sein des agences d'urbanisme, j'imagine, pour orienter les porteurs là, de documents de planification. Du coup, une dernière question à vous poser, donc Je à peux vous juste trois. rajouter un point. Oui. C'est juste qu'en fait, c'est vrai qu'il y a la question des coûts. Il faut bien faire passer le message qu'en fait, le, le coût et l'investissement gagné dans les PLU, enfin, passé dans les PLU, c'est quand même du coût et de l'investissement gagné dans les projets, hein. Donc ça, c'est un point très, très important. Et je vous rejoins sur la question de la compétence qui est très importante des bureaux d'études. Nous, on le voit tout de suite. Et donc, c'est très important d'avoir un bon bureau d'environnement écologue compétent et qui sache faire du terrain des inventaires et capable aussi de rendre compte de ce qui a été vu sur les terrains. Voilà, excusez-moi. Non, non, mais pas de souci. Allez, il nous reste une minute. Une petite question, si vous pouvez répondre assez vite. Mais voilà, par rapport aux fiches qui vous ont été présentées, puis vous avez participé au groupe de travail les uns et les autres. Pour vous, en quoi ça va pouvoir peut-être justement faciliter le travail avec les porteurs de documents de planification, peut-être un ou deux points, enfin. Bah, dans la mesure en fait où ça améliore, pardon, dans la mesure où ça améliore nettement comment dire, la communication avec les bureaux d'études et puis avec les élus, forcément il va y avoir une amélioration dans les documents d'urbanisme, ou en tout cas on l'espère. Et donc pour nous c'est un gain tout à fait positif et qui est favorable pour tout le monde en fait. Merci Virginie. Romain, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou pas. Oui. Alors, j'ai l'impression qu'on a des petits problèmes de connexion. Mais peut-être si vous pouvez couper votre caméra. Moi, je peux en conférence. Ouais, Est-ce qu'on m'entend allez-y. mieux? Ouais, Ouais, c'est un peu mieux. désolé, désolé. Non, je voulais revenir, effectivement, pour moi, ça va permettre peut-être d'instaurer un cadre, en fait, des éléments de cadrage pour tous les acteurs qui réalisent les documents d'urbanisme, et donc, in fine, se diriger vers un cadre, un socle commun qui peut être partagé, avec donc les études et les étapes à réaliser pour, en tout cas, essayer d'intégrer au mieux les enjeux de biodiversité dans les documents d'urbanisme. Après, comme ça a été évoqué tout à l'heure, d'après moi, c'est une bonne aide pour les collectivités dans le cadre de la réalisation de cahiers des charges. Quand on cherche à s'attacher les services d'un bureau d'études en environnement, il y a pas mal d'éléments dans ces fiches quand même pour venir préciser la commande entre guillemets. Et dernier point, je me disais que peut-être à terme, au regard aussi des contenus de ces fiches, ça pourrait peut-être permettre de faciliter l'accès à certaines données ou à certains outils et des données qui soient là aussi partagées et j'ai envie de dire non soumises à interprétation, notamment en termes d'occupation des sols ou de d'habitat naturel. Peut-être que voilà, ça permettrait d'aller plus loin et d'aller enrichir la connaissance sur certains territoires. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, du coup, je rebondis là sur ce dernier sujet d'occupation du sol parce que quand on avait donc organisé les groupes de travail, là, les trois groupes de travail, effectivement, ce sujet d'occupation du sol était remonté de manière récurrente. Et on a quand même une bonne nouvelle puisque la région, à travers un appel à projet qui s'appelle PEP Bioxia, donc la région Occitanie, va mettre en place une cartographie d'occupation du sol détaillée sur l'ensemble du territoire régional qui sera mise à disposition gratuitement. Donc, c'est pas forcément parce qu'on a fait le GT qu'il y a cette occupation du sol qui va aboutir, mais en tout cas, ça y a bien participé. Donc, il y a des choses qui se mettent en place aussi grâce à ces travaux et on vous tiendra au courant. J'imagine qu'on fera un webinaire dédié à cette, alors, je sais pas comment on appelle ça, application qui s'appelle PEP Bioxia. On reviendra vers vous par rapport à ce sujet. On va passer du coup aux questions puisque le temps file. Donc, du coup, Virginie, Cécile, Romain. Alors forcément, il fallait qu'on s'y attende un tout petit peu, vous avez commencé à y répondre, mais les questions portent sur les éléments financiers et les compétences. Je reprends un message notamment d'Anne-Cécile Cramet qui nous dit qui paie les inventaires? Si c'est au niveau de la planification, ce sont les collectivités, si au niveau du projet, c'est le porteur de projet. Et on a ensuite quelques questions qui s'enchaînent comme ça. Alors, il y a eu des débuts de réponse par rapport à ça, mais est-ce qu'on peut peut-être développer un peu plus pourquoi finalement, alors, est-ce que ça va augmenter les coûts? C'est peut-être ça déjà la première question. Mais est-ce que c'est grave ou pas grave, docteur, de faire ça au niveau de la planification par rapport au projet? Et Véronique aussi, oui, n'hésite pas à compléter. Qui veut répondre à cette question complétée, puisque vous avez commencé à y répondre tout à l'heure?
Ouais, Bah, le pardon. vas-y, Virginie. Alors, il y a plusieurs cas de figure, en fait. Vous avez le cas de figure où le document d'urbanisme vient en anticipation des projets. Et dans ce cas-là, effectivement, comment dire, le coût financier, il est porté par la collectivité sur les inventaires. Mais la loi, de toute façon, prévoit que ces inventaires soient faits, quoi qu'il advienne, sur les secteurs ouverts à l'urbanisation ou futurs d'ouverture à l'urbanisation. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde, nous, à la RMRAE, quoi qu'il advienne. Ça ne résout pas la question du coût, mais ça n'empêche que ça doit être intégré dans le, comment dire, dans la réflexion en amont. Ça fait Ça, partie c'est des présupposés réglementaires. De toute façon, il faut des exactement. inventaires. Oui, Ok. exactement. C'est le premier point. Ensuite, vous avez le cas où vous avez un projet qui est arrivé, qui arrive après le PLU et le PLU s'adapte. Ben là, le coût, il est clairement porté par le porteur de projet. Et après, c'est à la collectivité de voir avec le porteur de projet ce qu'elle fait pour la mise en compatibilité, pour l'adaptation de son document, la modification ou révision de son document d'urbanisme. Mais là, souvent, en fait, elle va porter de toute façon les mesures compensatoires et l'adaptation, la modification du document d'urbanisme, c'est un coût nettement moindre. Par contre, ce qu'a prévu le législateur, et là c'est vraiment l'idéal, c'est que, comment vous dire, il y a, au moment des mises en compatibilité de documents d'urbanisme, quand on a mis en compatibilité et le projet ensemble, eh ben, là, il peut y avoir une négociation commune pour savoir qui porte quel coût, en fait. Alors, l'idéal, en fait, c'est quand même que très en amont, les coûts soient anticipés, notamment, sur les inventaires terrain. Et puis après, s'il y a des mesures compensatoires, effectivement, ce sera pensé, mais normalement, on ne devrait pas avoir de mesures compensatoires dans les documents d'urbanisme. Aucun. Aucun. Donc, pas de coût de mesures compensatoires dans les documents d'urbanisme. Par contre, effectivement, des coûts d'inventaire terrain qui là sont à anticiper dans le coût des réalisations des documents d'urbanisme. C'est ce que prévoit le législateur. Donc, quand on fait un SCOT et un PLUI, on prévoit une ligne et un prestataire pour faire des inventaires naturalistes dès le cahier des charges. Est-ce qu'il y avait... Autre point qui est important, Pardon. s'il y avait une vraie réflexion sur les indicateurs et les outils en fait, de suivi de ces documents, il pourrait y avoir une mutualisation en fait, des coûts sur certains inventaires. Et trop souvent, en fait, il y a une déconnexion. C'est ce qui est à construire encore. Ce lien entre les SCOT et les PLU et l'emboîtement PLU, PLUI et l'emboîtement des différents documents d'urbanisme. Pardon, excusez-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Merci pour ces compléments. Il y a une question effectivement aussi de pérennité, on va dire, ou d'obsolescence des inventaires. On a notamment une question bah voilà, on va faire un document d'urbanisme, on va réaliser des inventaires, mais parfois les projets d'aménagement se font 10 ans après, et on sait, je crois qu'il y a une note technique interne dans les DREAL qui préconise une durée, on va dire, de 3 ans à 5 ans. Enfin, ensuite, c'est des discussions à avoir avec les directions de l'écologie dans les régions. Sur ce sujet, comment vous vous positionnez par rapport à ça, sur l'obsolescence du coup de ces inventaires? Et, et j'imagine la question sous-jacente de dire on va payer deux fois peut-être sur le sujet. Qui veut répondre? C'est pas forcément une question simple. Donc je me lance, Virginie. Sur les inventaires, alors moi je rappelle quand même que nous, là on parle pour le département autorité environnementale, on n'est pas service instructeur en fait. Nous, notre rôle, c'est d'évaluer la bonne qualité de la démarche d'évaluation environnementale et du rapport d'évaluation des incidences dans un document d'urbanisme. Donc on va apprécier sa qualité et effectivement, si les inventaires sont trop anciens, on va souligner le fait que ça ne nous permet pas de bien caractériser l'état actuel de l'environnement et les incidences. Euh, donc, je pense quand même que actualiser des inventaires qui ont été faits il y a une dizaine d'années, c'est pas exactement la même chose que de réaliser un inventaire initial. Bien entendu, il faut actualiser la donnée pour vérifier si elle est toujours actuelle, mais la pression d'inventaire, elle n'est pas la même dans le cadre d'une actualisation que dans un état initial d'inventaire. Effectivement, merci, merci beaucoup pour ce complément. Peut-être aussi ajouter pour remettre voilà, un focus sur la partie évitement.
on connaît des projets où, au moment du document de planification, les inventaires n'avaient pas été réalisés sur des zones, je pense à la plantation de zones d'activité économique ou voire même de logement, où on s'est rendu compte, notamment sur des sujets flore qui sont souvent assez problématiques, que l'opération aurait jamais dû se réaliser. Et donc finalement, c'est parfois plusieurs centaines de milliers d'euros d'études qui sont dépensés sur une zone pour, in fine, ne pas l'ouvrir à l'urbanisation parce que de fait, il y avait ces espèces. Et donc, c'est autant de centaines de milliers d'euros qui auraient pu servir aux inventaires lors d'un document de planification qui soit SCOT et PLUI. Et par rapport à l'échelle du SCOT et du PLUI aussi, pourquoi on a mis ces fiches à ces échelles-là, c'est qu'on considère aussi, notamment dans le cadre des PLUI, qu'on a des structures qui peuvent se doter de compétences, soit en interne ou en appui, en assistance à maîtrise d'ouvrage, de bureaux d'études et autres pour réaliser ces études, que ce soit les inventaires et ensuite le suivi des dossiers. Alors, leur file alors, il y avait une proposition, ce qui est pas mal, et après, bah, que chacun voit ce qu'on peut faire avec. Quelqu'un qui nous dit que finalement, il y a une alors, dotation, je ne sais pas si c'est le bon terme, il faut que je reprenne la question, pour les ENS, donc il y a une politique qui finance les ENS et pourquoi on ne prendrait pas une partie de ce financement pour réaliser des inventaires? Voilà, c'est une proposition. A priori, elle peut être plutôt bonne. Voilà, donc on vous laisse réfléchir à cette proposition qui est faite dans le chat. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres questions. Alors, on nous dit aussi qu'on peut embaucher des apprentis en master qui sont spécialisés en approche écologique du paysage. Donc, bah, allez-y, n'hésitez pas à faire un peu de pub sur le sujet, effectivement. Des apprentis, c'est possible pour vous accompagner dans ce genre de démarche. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des questions. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Bah, écoutez, merci à toutes et tous, Romain, je ne vous oublie pas, pour du coup l'ensemble de ces éléments. On va clôturer ce webinaire, on est à l'heure. Du coup, vous allez pouvoir retrouver, comme je vous le disais, tous les éléments sur du coup notre page YouTube, puisque tout ça est enregistré et on vous transmettra tous les documents par mail. Et surtout, n'oubliez pas de noter dans votre agenda, on a notamment parlé d'ABC, ces atlas de la biodiversité communale qui, du coup, vous pouvez bénéficier d'un financement de l'Office français de la biodiversité pour vous aider à faire un ABC. Et on vous en dira beaucoup plus le 7 avril prochain, de 14h à 15h30. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez retrouver le lien d'inscription sur LinkedIn, où je pense que vous l'avez aussi reçu par mail. Donc, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve donc le 7 avril pour parler de tous les financements en faveur de la biodiversité en Occitanie. Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas faire de biodiversité sur notre belle région. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Vous étiez très nombreux pour suivre ce webinaire. Et puis, on vous enverra bien entendu un mail dès que toutes les fiches seront mises en ligne sur le site web de l'ARB Occitanie. Merci et très bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.